Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va parler Bitcoin aujourd'hui, et oui, parce qu'on a fait encore un nouvel ATH. Certes, les altcoins sont un peu en sous-performance, mais nous avons un Bitcoin qui est suffisamment fort pour continuer à avancer sur l'accélération des 110 000 $. On va voir ça dans quelques instants. Nous avons aussi beaucoup de nouvelles, côté crypto, côté Ethereum. Je vous explique tout ça maintenant. Mais avant de commencer, si vous voulez me soutenir, c'est très simple. Likez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on va parler Bitcoin, parce que oui, on a cassé un nouvel ATH, on se rapproche doucement des 110 000 $, on a fait un 107 000 $, 108 sur le CME, 108 600 exactement. On n'a pas comblé le gap CME dont on parlait hier, l'importance de le combler, parce que oui, nous sommes dans un gap qui est très proche du cours actuel, et plus on laisse des gaps derrière nous, plus on aura une intention du cours à aller les chercher, parce que ce sont généralement des instabilités de marché dans l'ouverture du CME. Le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Globalement, c'est un cours qui est futur, qui est perpétuel, et qui est vraiment spécialisé dans les institutionnels. Il ferme le vendredi soir et réouvre le lundi matin, et donc, entre les deux, nous avons des erreurs de cotation, comme on peut le voir ici, et ici. Alors il y en a un plus bas, mais on va pas l'aborder aujourd'hui. Il faut juste comprendre que on a une tendance du marché à aller les combler, et plus ils sont prêts, plus il y a une notion importante d'aller les combler. Vous pensez peut-être à l'ouverture du Nasdaq et du S&P 500 pour aller les chercher, ça n'a pas été le cas, ça a été même très bullish, on va le voir dans quelques instants. Autre chose, c'est qu'on est en train toujours de travailler le haut de ce canal qu'on avait commencé à tracer il y a de ça quelques semaines, qui est plutôt positif. On voit bien qu'on a une réaction forte, à voir si on va justement avoir un rejet pour aller retester potentiellement ici les 102 600, on va avoir une réaction assez vite. Pourquoi les 102 600 ? Parce que on aurait le milieu de canal, on aurait surtout ici un énorme plateau, on le voit bien avec les grosses résistances qu'on a pu avoir ici, ici et ici, donc on aurait un nouveau retest de support là pour repartir, ce serait tout à fait cohérent, et ça permettrait de combler le gap en question avant de pouvoir repartir fort, très fort. Pourquoi ? Parce que quand on a ce type de structure-là, ici, quand on voit bien ce style de grinding, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, notamment en 2022, en 2023, la sortie d'une structure comme ça, c'est une sortie haussière, avec beaucoup de volatilité, donc ce serait l'occasion d'aller chercher potentiellement les 120 000 $, voire un petit peu plus, et ensuite avoir, oui ou non, cette correction. Et est-ce qu'on aurait cette correction des crypto-monnaies, à savoir que c'est une correction qui est plutôt classique, hein, pour ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas pris un peu de recul par rapport à ça, voilà, correction de MISIG, ça ressemble à ça. Ce sont des choses qui font relativement mal, qui font à peu près 30 à 35%, voilà, 32% ici. Donc forcément, on s'attend à avoir ce type de correction-là. Bien qu'à un moment donné, on puisse se poser la question si oui ou non on va avoir une correction de ce style-là, parce que les données ont changé, et vous allez le voir dans quelques instants dans les nouvelles, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer, beaucoup d'annonces très fortes, au niveau de l'Europe notamment, qui m'a surpris d'ailleurs, je pense qu'ils vont vous surprendre aussi. Je vous explique ça dans quelques instants. On se concentre vraiment sur BTC, on change de vue cette fois-ci, toujours sur le CME, mais cette fois-ci en 1 heure, pour bien voir le travail du cours qu'il y a pu avoir, avec une accélération haussière. On a pris les liquidités, on retrace, on va retester ici les 103 000, on a laissé le gap CME, on repart en accélération, on va retester le top suivant, et ainsi de suite. Là, ce qui va être très important, c'est pareil, est-ce qu'on maintient ça ? Si on maintient ça, ça veut dire qu'on part sur la même dynamique, avec un nouveau top, hop, hop, hop. C'est plutôt classique, hein. C'est ce qu'on a pu voir avec certes un petit peu moins de volatilité sur ces zones-là, et les zones un petit peu avant, avec une accélération qui n'est pas foudroyante, pas trop de volatilité, mais par contre, il y a un poids qui est très fort au niveau des altcoins, on va le voir aussi dans quelques instants. En attendant, quand on regarde ce qui se passe au niveau de BTC, on voit qu'on a beaucoup de contrats longs qui sont en train de s'accumuler, notamment, pareil, jusqu'aux 102 000 $, hein, exactement, on devrait dire jusqu'aux 100 000 $, parce que c'est, je pense, un des gros supports maintenant, mais si on regarde juste les 102 000 $, on a quasiment la moitié des liquidations qui se trouvent là, donc il y a un autre intérêt à aller combler ce gap CME, et aller combler toute cette partie-là pour liquider une grosse partie avant de repartir à la hausse. On n'a toujours pas d'indication d'avoir des grosses liquidations ou des grosses positions à levier, donc on a un train au niveau de Bitcoin qui est plutôt allégé avec la liquidation qu'on a déjà eue. Donc globalement, on a tout pour pouvoir repartir à la hausse de façon assez forte. Et même au niveau des nouvelles de la macroéconomie, on voit que les PMI services, qui est le plus important, est à la hausse. Donc ça c'est très positif, les PMI, c'est la représentation de l'économie par les chefs achats dans différentes grosses sociétés, donc ça nous montre bien que le service est en train de reprendre, et c'est vraiment le cœur économique
actuellement des USA et on voit qu'on a une bonne dynamique. On va avoir ici les ventes au détail sur novembre qui vont tomber, pareil, grosse news. Et on n'oublie pas, mercredi 18 décembre, avec le FOMC, la décision de la Fed, on va avoir le PIB T3, donc globalement beaucoup de nouvelles, beaucoup de volatilité qui vont revenir sur ici la partie macro, avec le Nasdaq qui nous a fait une grosse performance hier, hein, ce qui explique aussi pourquoi le BTC a eu beaucoup d'accélération, parce qu'on a eu ici une macroéconomie qui était propice à l'accélération de Bitcoin, d'où l'importance de surveiller la fin de semaine avec la volatilité due aux effets d'annonce qu'on pourra avoir. On devrait continuer à accélérer et peut-être avoir un petit retracement, et c'est là où ça va être intéressant de voir la réaction de Bitcoin par rapport à ce type de retracement. Dans tous les cas, l'économie américaine est plutôt bonne, avec un Trump qui a quand même déclaré et validé le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, dirigé par Elon Musk, qui visera à réduire le gaspillage. On parle de 2000 milliards de dollars qui seront coupés, donc c'est énorme. Donc on a bien ici les USA qui se positionnent dans une volonté d'assainir leur économie pour avoir une économie forte, donc ça ce sera positif pour Bitcoin, et on le voit, de toute façon dans tous les cas, on a la dominance de Bitcoin qui représente la part de Bitcoin sur l'ensemble du marché, continue à monter. On se dirige doucement vers les 60%, et on verra la réaction du cours sur les 60%. Pourquoi? Parce que techniquement déjà, on a pas mal de choses, hein. On voit que là, on a une zone qui va être très importante en termes de résistance, et les 60%, c'est aussi la zone de bataille qu'on a pu avoir lorsqu'on a cassé 60%. C'est là où on a eu une mini all-season qui n'a pas duré si longtemps que ça, hein, qui a duré ici du 21 novembre, globalement jusqu'au 5 décembre, mais qui a été suffisante pour vous montrer la puissance que peut avoir une all-season en termes de performance. On a toujours, quand on parle de performance, des rentrées de liquidité dans les ETF, hein. Hier, 218 milliards de dollars qui continuent à rentrer, et ça ne s'arrête pas, vous allez le voir, même sur Ethereum, on continue à avoir des injections de liquidité qui sont très fortes, et même MicroStrategy, ici, on parle de MicroStrategy qui a acquis 15 350 bitcoins pour 1,5 milliard de dollars, donc on est bientôt aux 450 000 bitcoins détenus. C'est énorme. Donc on voit vraiment que on a une forme d'accélération au niveau des investissements qui est très puissante, mais à côté, on a quand même un BTC qui n'est pas en hyper accélération. Alors que historiquement, quand on a autant d'investissements, parce que hop, on va juste dézoomer un petit peu, on est censé avoir beaucoup plus d'accélération. Là, ce n'est pas le cas. Quand on compare ce qu'on a pu avoir, hop, on va dézoomer, par rapport à début de l'année 2024, on a eu beaucoup de liquidités, et là on voit qu'on a injecté beaucoup depuis octobre, avec quand même un mois de décembre qui a été assez fort, assez puissant, mais à côté, une sous-performance par rapport aux liquidités qui ont été injectées. Ce qui est normal, plus on arrive dans des niveaux importants, plus il faut de liquidité pour avoir un déplacement du cours. Puis il y a aussi autre chose, je vais pas forcément m'étaler dessus, mais comprenez bien que quand on a des personnes qui rentrent aussi en spot, ça sous-entend que peut-être ils rentrent en futur en short. Donc globalement, ça veut dire qu'on a une position neutre qui est construite. Ça veut dire que nous avons des institutionnels qui sont rentrés en détenant du Bitcoin, mais en ayant une position inversée à l'achat, donc c'est-à-dire une vente à découvert, pour pouvoir maintenir une position neutre et empocher en fait tout simplement l'écart entre les deux, parce qu'il y a toujours un écart entre le futur et le spot, ce qu'on appelle une position neutre ou un cash and carry, et donc du coup on a cet écart, et derrière des liquidités qui rentrent, mais un cours qui ne bouge pas, ça pourrait être la représentation de ce qu'on en a là. Je pense que je vous ferai certainement une vidéo dessus samedi pour vous expliquer les implications que ça pourrait avoir sur le long terme et comment on peut détecter ça par la suite. En attendant, on rappellera qu'on a une prise de parole ici de l'ancien ministre des Finances allemand qui explique et qui critique le chancelier de ne pas avoir adopté Bitcoin en Germanie, donc en Allemagne. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'il y a peu de temps, très peu de temps, cet été, ils ont liquidé leur position de Bitcoin à 57 000 dollars, 50 000 Bitcoins qui auraient été vendus. D'ailleurs, ça nous avait fait très mal à cette époque-là. Je rappelle que les cours avaient souffert de cette vente parce qu'ils avaient vendu au marché, ils n'avaient pas vendu en OTC, donc ils n'avaient pas vendu over the counter, donc directement de la main à la main pour éviter l'impact au niveau du marché. Non, ils avaient fait les brutes, ils avaient vendu directement. Et là, on est en train de les critiquer. Et oui, c'est en Europe. Et même pour aller plus loin, nous avons une prise de parole généralisée qui est effectuée par
une députée française au Parlement européen, et oui, une députée française, qui explique que le président du Salvador a décidé d'investir pour son pays, et il affiche une plus-value de 100%. On a Donald Trump qui veut constituer une réserve stratégique de Bitcoin, je rappelle 1 million de dollars, et elle parle bien de Jérôme Powell aussi, le président de la Fed, quand même le tout-puissant qui décide si oui ou non on imprime de l'argent, du dollar, caractérise que Bitcoin est de l'or numérique. Et là-dessus, que fait l'Union européenne, à part justement être à l'inverse de la révolution autour du Bitcoin? Est-ce qu'on va avoir une transformation au niveau de l'Europe? Clairement, je ne pense pas, ou peut-être qu'on sera déjà au niveau du top, peut-être la considération qu'on peut en avoir, mais au moins on a une prise de conscience qu'il se passe quelque chose et qu'on est en train d'entendre le train passer à toute allure, alors qu'on est toujours à quai. C'est un petit peu la représentation que j'en ai au niveau de l'Europe, mais on a l'habitude, au niveau de la tech, on est toujours à la ramasse, même si on était plutôt bien parti à un moment donné. Alors, Bitcoin, c'est une chose, on performe, oui, mais qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau des altcoins, et notamment au niveau de Ethereum. Ethereum, on a de l'injection de liquidité aussi, on voit 20 millions qui ont eu lieu hier, 20 millions le 13, mais on avait quand même des gros montants, on a quelque chose qui est en train de se faire au niveau d'Ethereum. Et je pense que c'est peut-être le début de la mise en place d'une véritable alt season. Il va falloir surveiller ça de très très près, même si on considère que le niveau que l'on peut avoir au niveau d'Ethereum par rapport à BTC, c'est la barre bleue ici. On voit que c'est ridicule, hein, c'est vraiment minime par rapport à ce qu'on a pu avoir avant, donc on a une baisse de liquidité. Mais la réalité, c'est que Ethereum est peut-être mieux placé qu'une majorité des alts. Parce que quand on regarde la totalité des altcoins par rapport à BTC, BTC est en bleu au milieu, dans une phase d'accélération, les altcoins sont à l'inverse, sont en chute actuellement. C'est-à-dire que BTC, actuellement, ici, là, est en train de monter. Nous avons les alts, majorité, ce gros pool d'alts, est à la baisse. On a quelques altcoins qui sont à l'inverse, avec notamment FTM qui continue à pousser, on en a 2-3 autres, mais ça empêche que on a ici des altcoins qui sont en contraction, alors qu'on a un BTC qui monte. Alors, ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on a une liquidité qui se ressent sur Bitcoin temporairement, mais aussi sur Ethereum. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Ethereum est très solide en ce moment. Si on regarde Ethereum versus Solana, on voit qu'on a un shift qui a lieu en ce moment avec un rebond qui n'est pas suffisamment fort pour moi. Il faudra aller chercher potentiellement les 26 $. C'est pas que Solana est en sous-performance, bien que si un petit peu moins résilient que d'habitude, mais ça n'empêche qu'on a Ethereum qui est en train de se restructurer et en train de repartir, et il va falloir surveiller ça parce qu'Ethereum est en train de travailler toujours ses 4 000 $. On est en train de se poser sur les 4 000 $. Si on casse les 4 000 $, je vous l'ai répété à plusieurs reprises, ça veut dire qu'on est directement à la TH, et là on pourrait structurer quelque chose de beaucoup plus haut, parce qu'on entrerait en découverte de prix, quelque chose qui serait très puissant. Et pourquoi on a Ethereum qui va falloir surveiller? Parce qu'on a pas mal de choses qui se construisent autour. On parlera de Monad qui est construit principalement sur Ethereum, et qui a construit aussi une fondation pour promouvoir Monad, mais aussi pour optimiser Ethereum et pouvoir travailler le mieux possible. Donc on a un retour à l'essentiel au niveau des smart contracts, au niveau de ce qu'est la finance décentralisée, de ce qu'est la blockchain utilitaire, et on revient et on se recentre sur Ethereum, et je pense qu'il n'est pas totalement aberrant de penser qu'on va repartir en accélération sur Ethereum dans peu de temps. Il va falloir surveiller vraiment Ether de très près. Dans tous les cas, le plus important, ça va être d'avoir une stratégie, que ce soit d'achat, de vente, et savoir vraiment comment vous vous situez dans ce marché, parce qu'il va y avoir beaucoup de volatilité. On a des risques très clairs à partir du 20 décembre d'avoir une respiration de marché. Si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on va repartir en accélération très forte, très puissante, jusqu'à l'investiture de Donald Trump, et ensuite, on pourrait potentiellement avoir une correction comme on a l'habitude de l'avoir mi-cycle. Maintenant, la considération que l'on doit avoir, c'est est-ce qu'on peut être dans un cycle sans correction ou avec des corrections minimes, parce qu'on a un paradigme clairement qui a changé, que ce soit avec l'élection de Donald Trump, que ce soit avec la réglementation, que ce soit avec les différentes prises de parole qu'on a pu voir au gouvernement de l'Union européenne, du gouvernement de l'Union européenne. Et si jamais vous vous posez des questions et que vous n'avez pas ces bases-là, je vous invite à regarder en commentaire en description, vous avez un lien qui vous amène vers un guide d'investissement gratuit, 40 pages, qui vous explique les stratégies de vente, les stratégies d'achat, et ce qui va se passer en termes de psychologie, globalement l'essentiel pour commencer, et c'est gratuit. Et nous, on a terminé pour aujourd'hui, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.